Je reprends. Donc on cherche on a montré que la probabilité qu'une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré prenne des valeurs comprises entre plus ou moins son écart type fois t par rapport à son espérance, c'est donné par cette formule. Trois cas particuliers intéressants. Si t vaut 1, 2 ou 3, on calcule P de z plus petit que 1, P de z plus petit que 2 ou P de z plus petit que 3 dans la table, on les lit dans la table. Puis on calcule deux fois la valeur du dans la table moins 1, et on obtient respectivement, si t vaut 1, P de z plus petit que 1 vaut 84 et quelques pourcents, deux fois P de z plus petit que 1 moins 1, 68,26%. Si t vaut 2, on obtient au final un intervalle centré sur l'espérance, compris entre plus ou moins deux écarts types, qui a une probabilité de 95,4%, et on monte à 99,74% si on prend t égale 3. Donc une première remarque, c'est que c'est beaucoup plus précis dans le cas d'une loi normale que les valeurs minimales qu'on avait démontrées pour n'importe quelle loi plus haut. Et deuxièmement, ce sont des valeurs que vous connaissez, que vous avez déjà croisées en métrologie et dans les TP, dans divers TP de physique de première année, et qui vont nous occuper toute la suite de l'enseignement dans la partie statistique. Voilà, donc pour la loi normale, à savoir faire les calculs de probabilité qu'une loi normale soit comprise entre A et B, avec A et B des nombres fixés quelconques, et puis le cas particulier de l'intervalle centré sur l'espérance, c'est jamais qu'un cas particulier de ce qu'on avait fait dans les transparents juste avant. Quelques généralités qui seront très importantes justement pour les statistiques, sur les lois normales. Si on multiplie une variable aléatoire x par un nombre a, son espérance est multipliée par a, sa variance est multipliée par a carré. Ça on le savait déjà. Si en plus x suit une loi normale, a fois x suit aussi une loi normale, donc de paramètres a fois mu et a fois a carré fois sigma carré. Si on additionne deux variables aléatoires indépendantes, la somme a une espérance qui est la somme des deux espérances initiales et une variance qui est la somme des deux variances initiales. Et en plus, si les variables de départ suivent des lois normales, la somme aussi. Si on répète cette formule, non pas pour deux variables aléatoires, mais pour une somme, une suite, et donc une somme de n variables aléatoires toutes indépendantes, la somme de n variables aléatoires qui suivent chacune des lois normales de paramètres, le même mu et le même sigma carré pour chacune, on va additionner n fois mu, n fois sigma carré, et on obtient ce résultat. Ce qui va surtout être important, c'est le dernier résultat, mais qui est la conséquence de ce qu'on vient de faire. Imaginez que vous fassiez une mesure pour déterminer une valeur. La valeur théorique, vous ne la connaîtrez jamais, ce que vous pouvez juste connaître, c'est une mesure. Si vous faites ça une fois, vous vous doutez bien que vous n'allez pas tomber, parce qu'il y a des diverses erreurs de mesure, qui se modélisent justement par une loi normale, vous n'allez pas tomber exactement sur la bonne valeur. Vous allez tomber autour de la bonne valeur, mais dans un intervalle qui pourrait être d'autant plus important que la modélisation, ce qui correspond aux incertitudes de mesure en particulier dans les TP, que la modélisation fait apparaître une grande variance. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des résultats plus précis, entre guillemets, de répéter l'opération un grand nombre de fois? Si vous faites 10 mesures, ou 50 mesures, ou 100 mesures, ou ne serait-ce que 3, parce que souvent vous n'avez pas le temps d'en faire plus, et que vous divisez la somme des valeurs obtenues par le nombre d'expériences, vous faites la moyenne des valeurs obtenues, vous allez obtenir, vous sentez bien que vous allez obtenir une valeur qui sera quand même plus proche, a priori moins fluctuante par rapport à la valeur théorique que vous essayez d'estimer. C'est le principe des statistiques dont on parlera dans le prochain cours. Mais j'aurais besoin justement d'un résultat qui est celui-ci. Je fais une expérience, et donc typiquement je fais une mesure, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, n fois, d'une certaine quantité. Ma mesure, je la modélise par une variable aléatoire qui est centrée sur la valeur exacte que je cherche à déterminer, mais avec une certaine variance. D'une mesure à l'autre, il y a des petites fluctuations. Et je suppose que les mesures sont indépendantes entre elles, que quand vous avez fait une première mesure, ça ne va pas influer ni en bien ni en mal sur votre deuxième mesure, ni sur votre troisième, et ainsi de suite. Du coup, ce que vous allez prendre comme estimation pour la valeur que vous cherchez à estimer, c'est x bar, la moyenne de toutes les mesures que vous aurez faites. Quelle est la loi de x bar? Vous connaissez la loi de la somme qui est au numérateur.
c'est une loi normale de paramètre n mu, n sigma carré. Si vous divisez par n, c'est-à-dire si vous multipliez par le nombre petit a égale 1 sur n, vous allez diviser par n l'espérance, n mu divisé par n, ça donne mu, et vous allez diviser par n carré la variance, n sigma carré divisé par n carré, ça fait apparaître un sigma carré sur n. Et donc vous avez une variance plus petite, un écart type plus petit, et donc des fluctuations moins importantes par rapport à la vraie valeur, si vous faites plusieurs mesures et vous en faites la moyenne, que si vous faites une seule mesure. La dernière partie de ce cours-ci est une partie assez concrète, pratique. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles lois, ni d'expliquer comment fonctionnent physiquement, d'où viennent physiquement certaines des lois qu'on a introduites, mais plutôt de vous donner des astuces de calcul. Le principe est le suivant, on a déjà vu ça. Pour la loi de Poisson, quand on a calculé des probabilités que la variable aléatoire prenne une valeur plus petite qu'une valeur donnée, on a une table qui nous donne déjà des cumuls tout faits. Pour la loi normale, on a une table de la loi normale, concentrée réduite, qui nous donne les probabilités que z soit plus petit qu'un certain nombre x. Par contre, pour la loi binomiale, on n'a pas tout ça. En fait, la loi binomiale, on ne vous a pas donné de table parce qu'il aurait fallu donner autant de tables de lois que de lois, c'est-à-dire autant de tables que de valeurs de n et de p. Donner une table pour n égale 1, pour n égale 2, n égale 3, mais ensuite pour p égale 0,1, p égale 0,2, p égale 0,3 et ainsi de suite. Ça ferait un nombre de tables beaucoup trop important. Ça existait à une époque où les calculatrices n'existaient pas, elles, mais aujourd'hui ça serait quand même un peu du gaspillage. Donc comment on fait ces calculs-là? Si on a du temps et qu'on sait un peu programmer, on prend un ordinateur et on fait un programme. Si on a moins de temps, on peut utiliser les deux autres tables dans certains cas. Donc, la loi binomiale, je vous ai dit, pas possible de fournir des tables. La loi de Poisson, on vous a donné des tables, on va vous donner des tables, autant de tables que de paramètres lambda. C'est-à-dire que ce qu'on vous distribue, c'est une dizaine de tables, ou là un peu plus, lambda égale 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, puis on doit sauter certains entiers sur la fin. Vous avez une grosse dizaine de tables pour la loi de Poisson. La loi normale, on a vu précédemment comment on ramenait tout à une seule table. Et donc on va essayer de montrer comment on peut utiliser dans certains cas les lois de Poisson ou normales pour ne pas faire des calculs trop fastidieux avec une loi binomiale. Je ne vais pas démontrer les résultats que je cite, je vais les citer puis illustrer par un exemple. Je suppose que j'étudie donc une loi binomiale qui correspond à ce qu'on pourrait appeler un événement rare, puisque l'idée c'est de remplacer la loi binomiale ici par une loi de Poisson. La loi de Poisson, c'est la loi des événements rares. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire événement rare? On va prendre une probabilité de succès plus petite que 10%, p plus petit que 0,1, demander que l'espérance de la loi binomiale, c'est-à-dire np, soit pas trop grand non plus, toujours l'idée d'avoir des événements rares, np plus petit que 5, et un nombre de répétitions de nos épreuves de Bernoulli qui dépasse 30. Retenez ça, n plus grand que 30, p plus petit que 0,1, np plus petit que 5. Dans ce cadre-là, on estime qu'on peut assez bien représenter la loi binomiale de paramètres n et p par une loi de Poisson de même espérance, presque de même variance, c'est-à-dire une loi de Poisson de paramètre n fois p. Puisque la loi de Poisson, son paramètre lambda, c'est son espérance, c'est sa variance. La loi binomiale, son espérance c'est np, et sa variance c'est np fois 1 moins p, si p est petit, 1 moins p est proche de 1, donc on voit que ça correspond assez bien. Dans ce cas-là, pour faire vos calculs de probabilité, vous pourrez remplacer la loi de binomiale par la loi de Poisson. Je prends un exemple numérique, n égale 40, p égale 5%, np égale 2. Les conditions sont bien vérifiées. Dans ce cas, si je veux calculer pour la loi binomiale la probabilité que x prenne la valeur 0, pour une loi binomiale de paramètres 40 et 5%, n égale 40 et p égale 0,05, je trouverai 13,53%. Si j'utilise à la place la loi de Poisson de même espérance, c'est-à-dire 40 fois 0,052, 12,85. C'est qu'une approximation, ce n'est pas la valeur exacte. Et pour chacune des valeurs, vous voyez que vous avez des approximations qui sont relativement bonnes, à souvent 1% près, ou moins de 1% près du résultat. Si c'est pour les p de x égale k, c'est peu intéressant de faire ça. Là, vous avez une formule relativement simple, un coefficient du binôme fois 2 puissances. Là, il faut ouvrir la table, chercher la bonne table, la bonne ligne. Voilà.
Mais là où ça devient intéressant, c'est pour faire des calculs de cumul. Par exemple, la probabilité que x soit plus petit que 5, la valeur exacte, c'est faire p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3, plus 4, plus 5. Ça, c'est vous qui le faites à la main. Vous connaissez ces valeurs, vous les calculez déjà, et ensuite vous les additionnez. La valeur exacte, c'est 98,34%. Si vous prenez la table de la loi de Poisson, 2 paramètres 2, vous avez une deuxième colonne qui vous donne directement les cumuls. Et à la ligne k égale 5, le cumul indiqué dans la table de la loi de Poisson de paramètre 2, c'est... Pardon, je me suis trompé, c'est 0,9834, alors que la valeur exacte serait 0,986. J'ai interverti tout à l'heure les valeurs. En tout état de cause, vous avez une valeur approchée correcte de la valeur exacte, avec beaucoup moins de calculs. Ça a son intérêt dans ce cadre-là. Ça ne marche pas toujours, puisqu'il y avait des conditions à vérifier au départ. Deuxième série de conditions pour approcher cette fois la loi binomiale par une loi normale. Alors cette fois-ci, les conditions que je vous donne encore sans les démontrer sont n plus grand que 50 et np1-p plus grand que 18. n plus grand que 50 et variance, np1-p c'est la variance, plus grand que 18. Dans ce cas, on va approcher la loi binomiale par une loi normale de même espérance, de même variance, c'est-à-dire d'espérance mu égale np et de variance sigma carré égale np fois 1 moins p. Alors il y a un petit problème quand même concret, c'est que si je veux calculer p de x égale k pour une loi normale, on avait déjà dit il y a un certain temps que ça valait 0. La loi normale est une loi continue, elle donne toutes les valeurs réelles sont possibles, mais la probabilité d'obtenir exactement une valeur est nulle. La loi binomiale, elle ne donne que des valeurs entières. Donc en fait, comment on va faire ça? On va considérer que la loi normale donne des valeurs continues, mais qu'on les regroupe, qu'on arrondit à l'entier le plus proche. Ce qu'on va utiliser pour calculer p de x égale k, valeur donnée pour une loi binomiale, c'est la probabilité que la loi normale associée donne une valeur comprise entre k moins 0,5 et k plus 0,5. C'est l'idée que la loi normale donne des valeurs continues et qu'on arrondit à l'entier le plus proche. Je donne les exemples et je reviens ensuite à ça. Donc sur un exemple, loi binomiale de paramètres 100 et 0,6, la loi normale correspondante, ça serait la loi normale de paramètres np 60, np1 moins p 24. Voilà les probabilités, quelques exemples de probabilités, j'ai pas tout mis. Probabilité pour la loi binomiale d'obtenir 50 ou 55 ou 60. Les valeurs sont là. Si j'utilise la loi normale, je vais prendre la probabilité pour la loi normale d'avoir une valeur plus petite que par exemple 50 moins 0,5. 50 plus 0,5, je fais la différence et j'obtiens ce nombre-là. Ce nombre-là est une bonne approximation de celui-ci. Donc voilà, ça, vous voyez que ça marche bien avec des valeurs qui sont relativement proches. Si je veux calculer, encore plus simple, si je veux calculer p de x plus petit que k, inférieur ou égal à k pour une loi binomiale, je vais juste avoir à calculer p de x plus petit que k plus 0,5 pour la loi normale de paramètres np1 moins p. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par cette histoire de demi-entier qui pourrait tenter d'approcher par un intervalle entier, d'approcher la valeur k par l'intervalle k plus 1, vous voyez que ce n'est pas complètement absurde, ça donne aussi des approximations, le calcul a été fait ici pour vous. C'est des approximations aussi des valeurs exactes, mais moins bonnes. Ces valeurs-là ne sont pas très éloignées de celle-ci, mais elles sont quand même plus éloignées de celle-ci que les valeurs qu'on obtient à la première technique. Donc ça en bas, on ne le fait pas. J'ai juste fait le calcul une fois pour vous convaincre que ce n'était pas la meilleure manière de faire une approximation. Alors, comment s'explique ce phénomène? C'est que si je représente par des traits les valeurs de la loi binomiale, p de x égale 60 par exemple, ou 50, 55, 60, ça correspond à la hauteur de la barre. Si je représente la fonction densité de la loi normale associée, vous voyez que ça correspond à la courbe qui est là. Et cette courbe, elle approche extrêmement bien les traits qui sont associés à la loi binomiale. Donc ça explique pourquoi ce que je viens d'expliquer fonctionne et pourquoi on peut approcher une loi binomiale par une loi normale. Donc il y a des situations où on peut approcher une loi binomiale par une loi normale. Les conditions ont été rappelées ici. Une situation où on peut approcher une loi binomiale par une loi de Poisson, pardon. Loi de Poisson, c'est le transparent précédent, loi normale, celui-ci.
Dernier exemple, on peut approcher aussi dans certains cas une loi de Poisson par une loi normale. On peut le faire quand le paramètre grandit. La loi de Poisson, on a signalé tout à l'heure que ça donnait une courbe en cloche, mais tassée vers l'axe x égale 0. Plus le paramètre devient grand, et plus la loi devient symétrique, moins c'est tassé justement vers l'origine. Et plus une loi devient symétrique, donne une courbe en cloche symétrique, plus ça fait penser à la loi normale. Donc la même règle que précédemment, une loi de Poisson de paramètre lambda peut être remplacée par une loi normale de même espérance et de même variance, donc de paramètres lambda et lambda, quand lambda est plus grand que 10. Avec le même principe, si je veux calculer, c'est surtout ça qu'on va utiliser, la probabilité cumulée, donc la probabilité que notre loi de Poisson donne une valeur plus petite que k, je vais calculer p de x plus petit que k plus 0,5 avec une loi normale. Ça explique pourquoi la loi de Poisson, on n'a pas donné de table pour les paramètres dépassant 10. Voilà. On pourrait imaginer d'autres systèmes d'approximation, bien sûr, c'est les trois qu'on croisera en TD et qui sont en général suffisants. Les deux cas vraiment utiles, c'est les événements rares, loi binomiale, quand P est petit, quand NP est petit, on approche ça par une loi de Poisson, et la loi normale quand on a une grande variance. On peut approcher une loi binomiale de grande variance par une loi de Poisson, ou une loi par une loi normale, ou une loi de Poisson de grande variance par une loi normale. Voilà, donc ça termine ce chapitre, et la séance prochaine, on va commencer à parler de statistiques.